Salut à tous, merci de nous retrouver sur motorstv.com pour un nouveau débriefing F1 consacré celui-ci au Grand Prix du Japon. Avec moi, Jean-Luc Roy bien sûr. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, on ne s'est pas téléphoné ce matin, mais bon, enfin, c'est comme ça. Oui, on est un peu sombre, Il y a on des l'avoue, moments comme on ça, est il y a noir, des mais moments. non, mais tu es classe, je le dis. Oh, Tu es mais tu me classe. gênes beaucoup mon petit LFB, t'as quelque chose à me demander Oui, j'ai Ouais, plusieurs continue. choses à te demander, pas mal de Plusieurs questions, plusieurs voilà, questions. Je m'en doutais un peu. qui concernent ce Grand Prix du Japon et globalement même ce week-end, parce que tout à l'heure, je te poserai bien sûr la question sur la retraite annoncée de Michael Schumacher, cette fois-ci sans doute pour de vrai. On va parler de Kobayashi chez lui. Ah, quelle atmosphère à la fin de la Tu peux course. me la refaire, Kobayashi chez lui, Voilà, à répéter sans 3 bafouiller. fois. Voilà. On va parler bien évidemment de Romain Grosjean Oui. et de cette nouvelle histoire qui le concerne dès le départ. Je te propose de commencer quand même à tout seigneur, tout honneur par le verdict de la course et par rapport au vainqueur Sébastien Vettel. Et moi, j'ai envie de te dire, Jean-Luc, est-ce qu'on ne se dirige pas tout droit vers un remake de 2010 avec un Sébastien Vettel qui, en fin de saison, va mettre tout le monde d'accord, et notamment Fernando Alonso, qui là ne voit plus son avance au championnat que d'être réduite à 4 points seulement. À l'évidence, il est dans une dynamique extrêmement positive, Sébastien Vettel, puisqu'il est sur 2 victoires consécutives. Et on avait compris lors des essais, notamment qualificatifs, quand il a assommé véritablement la concurrence, que là, il avait le potentiel. Le deuxième temps réalisé par Mark Webber n'en remettait qu'une petite couche supplémentaire en disant vous voyez, on est bien les plus forts et là, ça va être difficile de nous battre. On va venir au déroulement de la course un petit peu plus tard. Donc effectivement, Vettel a fait le carton plein pour te répondre. Il fait la pole position, il fait le meilleur tour en course à 2 tours de l'arrivée. Donc ça veut dire qu'il avait encore du potentiel. Un signal très fort envoyé naturellement à ses adversaires en disant vous voyez, j'en avais encore un petit peu, j'ai géré l'avance comme il fallait. Et puis naturellement, la victoire. Donc en 2 courses, 50 points. On ne peut pas faire mieux en Formule 1. Et donc, comme tu le disais, il comble le handicap. Il a fallu pour cela que Fernando Alonso s'auto-élimine, mais on va peut-être y venir. Oui. Alors, 4 points seulement d'écart, encore 5 grands prix et une dynamique qui est forcément du côté de Vettel. Il y a encore quelques semaines, on avait le sentiment qu'Alonso avait toutes les cartes en main pour gérer finalement un championnat capitalisé au bon moment. Est-ce que honnêtement, aujourd'hui où nous parlons, même s'il reste encore pas mal de temps, tu penses qu'effectivement ça a été un tournant du championnat hier peut-être ? Oui, alors il faut le replacer dans la dynamique de la reprise, je dirais la deuxième partie de saison qui n'est pas la deuxième moitié, puisqu'on sait qu'il y a 11 Grands Prix qui s'étaient disputés avant le break. Donc, parce que j'y mets évidemment, et on va être obligé d'y revenir, j'y mets le départ chaotique de Spa, où il est évidemment éliminé, donc il ne marque pas de points. Tu parles d'Alonso, bien sûr. Je parle d'Alonso, bien sûr, on est sur Alonso. Donc 0 points. Je parle évidemment de Monza, où il sauve les meubles, mais enfin, quand on se fait passer de cette manière-là par un Pérez en délire avec le même moteur, c'est pas rassurant au niveau de la performance qu'avec le talent d'Alonso, etc. Et puis là, je vois que, un peu fébrile peut-être, on va y revenir au moment du départ, mais effectivement, il se frictionne un petit peu avec Raikkonen qui est sur sa gauche. Je crois que c'est un incident de course, compte tenu du talent des 2 pilotes. Et là aussi, il faut quand même faire intervenir, je le dis dire, le métier, le professionnalisme. On ne va pas dire c'est de la faute de machin ou c'est de la faute de truc. Les deux veulent la même trajectoire au même moment, juste après l'arrivée de manière à emmancher la courbe à droite, c'est vraiment le mot qui convient en langage de pilote, et ils sont tous les deux au même endroit, ils se frictionnent. Alonso est déstabilisé, il se retrouve dehors. La sanction pour lui, elle est immédiate. La sanction est immédiate et il ne peut quelque part s'en prendre qu'à lui-même en se disant oui, j'aurais peut-être dû céder aux attaques de Raikkonen qui étaient un poil plus rapides, ou en tout cas j'aurais dû préserver l'essentiel qui était de marquer des points pour gérer cet avantage. Et je retombe sur mes pattes par rapport à ta question initiale. Bon, d'accord. Simplement, allez, on enchaîne sur l'incident Raikkonen-Alonso. Bon, Alonso, il est quand même devant. Oui. C'est bien l'aileron avant de Raikkonen qui vient toucher, cisailler le pneu arrière d'Alonso. Absolument. C'est-à-dire que Raikkonen part un petit peu plus vite que lui, donc il remonte effectivement sur Alonso à l'extérieur. Bon, est-ce qu'il le voit ? Oui, probablement, mais dans ce genre de cas, il y en a un qui lève. Et en l'occurrence, c'était à Raikkonen de lever. Oui. Donc si tu veux me faire dire que Raikkonen a un petit peu plus de responsabilité qu'Alonso, je te l'accorde volontiers. Mais disons que c'est un incident de course avec 2 pilotes expérimentés, talentueux, champions du monde tous les deux, qui voulaient la même trajectoire. Bon, malheureusement pour Alonso, c'est lui qui paye l'addition. Bon, on va parler quand même de Romain Grosjean parce que ça, on en parle beaucoup sur les forums. Je sais que vous attendez l'avis de Jean-Luc sur cette histoire. Simplement, juste en préambule, si ça avait été Grosjean à la place de Raikkonen et qu'Alonso soit venu
On aurait vraiment accusé Romain, là? Je crains que oui, parce qu'une Ouais. nouvelle fois, on en revient toujours à cette histoire de dossier et à cette histoire de passif, parce que là, il est indubitablement sous les feux des observateurs déjà de la FIA, de la direction de course et de ses pairs, puisque Romain a été critiqué quand même assez durement par ses adversaires, et notamment, bon, même si après les pilotes, tu sais, ils ont un double langage, il y a le langage public et il y a ce qu'ils disent en privé. Moi, j'ai entendu des choses avec certains d'entre eux qui n'étaient pas très agréables. Alors, il ne s'agit pas non plus, je le dis à chaque fois, de charger Romain, la question, elle n'est pas là. Il s'agit d'essayer d'être objectif, parce que je pense Bon, que alors, c'est notre métier. dis-nous objectivement Alors, ce que tu as vu et ce que tu en penses. Par rapport à Romain Grosjean et Mark là, Webber. il s'est loupé une nouvelle fois. Je suis désolé, mais là, bon, effectivement, il prend un bon départ, il se retrouve derrière. On n'est plus dans le premier virage, on est à l'amorce du deuxième. Manifestement, il se resserre, donc il faut freiner assez fort. Et là, Romain, je ne sais pas ce qu'il regarde, ou je ne sais pas comment il commet. Écoute, je le mets, et c'est plutôt un hommage que je vais lui rendre là, dans la même catégorie que Schumacher quand il ramasse Vergne à Singapour. C'est-à-dire, il se rate complètement au freinage, il freine trop tard, trop fort, il bloque tout. Alors après, ce que je comprends moins bien, c'est qu'au moment où il percute Weber, on a l'impression qu'il continue à accélérer et qu'il le pousse, qu'il le oui, met ça, en travers. il Alors on se continue de dit, le mais pousser. pourquoi il lève pas quoi, à un moment Ouais. Pourquoi il s'enferre un petit peu dans Bon, cette le erreur mal aurait été fait, mais Alors, le c'est mal- vrai que ça rajoute Oui. une couche Bah, au fait que ça continue, et que évi- Weber, on a même le sentiment qu'il a envie de Voilà, vraiment il dit, tourner, mais ah, qui me oui, pousse comme ça voilà, Que se oui, passe-t-il oui. Alors bon, naturellement, ça pourrit la course de Weber, ça pourrit la course de Grosjean, mais ça c'est une évidence. Bon, en plus, après il est pénalisé, non seulement dans un drive-through, mais on l'arrête 10 secondes à son stand, donc on lui casse sa course. Bon, ça, c'est le moins qu'on pouvait faire, j'allais dire, au niveau de la direction de course, mais surtout, Weber est fou furieux. Et quand Weber, à la fin de la course, donc il a eu quand même tout le Grand Prix pour réfléchir, essayer de se battre, essayer d'arracher quelques points, ce qu'il parvient à faire, mais presque miraculeusement, ce qui démontre par parenthèse que la Red Bull Renault était vraiment très performante, et que s'il avait été à sa place, bien sûr qu'il était deuxième. Enfin, c'est pas... Allons-y carrément, donc c'est 18 points, enfin pas tout à fait, puisqu'il en prend Oui, deux, il termine c'est 19. 16 points qu'il perd, Mm. et tu refais le calcul au championnat, ça change tout. Moi, je comprends qu'il soit ulcéré. Maintenant, après la méthode, ben, je sais, il fait irruption dans le motorhome de Lotus Renault, il claque les portes, il gueule, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il doit pourrir Grosjean, il claque la porte à nouveau et il s'en va. C'est Christian clair. Horner lui-même Oui, a dit oui. que là, il y Bah, avait quand même un souci, qu'il fallait quand même maintenant Et oui, faire parce quelque chose. qu'on perd des points au classement général constructeur également, où là aussi rien n'est joué, hein, parce que les écarts, comme tu le sais, ils se rattrapent plus facilement, parce qu'on peut marquer beaucoup de points, 43 points à chacun des Grands Prix. Donc même si Red Bull Renault reste en tête, on prend des points. Écoute, je ne sais pas, psychologiquement, je ne sais pas comment expliquer ça, je ne suis pas psychologue. Je crois que là, il savait qu'il ne devait pas mal faire. À Singapour, il a fait, on l'a dit, un très beau retour, vraiment impeccable. Pourquoi n'a-t-il pas fait le même retour là Enfin, on est gêné, quoi. On est gêné par tout ça. Bon, moi je me faisais la réflexion, je ne sais pas ce que tu en penses, il aurait été aux États-Unis quand on est pénalisé, bon, il a été privé d'un Grand Prix, sanction difficile. Ouais. Aux États-Unis, il y aurait forcément eu la notion d'être en probation jusqu'à la Absolument. fin de l'année. Période probatoire. Là, quelque part, ne doit-il pas craindre de nouveau une sanction qui lui tomberait dessus? Parce Bien que là, sûr. il y a récidive, tout le monde va penser ça. Bien sûr que oui, il y a récidive. Bon, on avait déjà parlé au moment de Spa, 7e incident en course, effectivement, avec des adversaires, 4e au départ, ça y est, ça fait le 8e incident depuis le début en 15 Grands Prix, avec effectivement le 5e au départ. Et puis à chaque fois, c'est au détriment de pilotes de pointe, là, pour le coup. Il y a obligatoirement, alors c'est une question qu'on pose également sur les forums et de manière générale, est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure en Formule 1? Mais bien sûr que oui, mais il n'y a pas qu'en Formule 1. Selon que vous serez puissant ou misérable, je veux dire, c'est évidemment normal. On vient de le dire, je viens de le dire, à propos de la friction entre Raikkonen et Alonso. C'est évident que si l'un des deux pilotes avait été un jeune pilote, et je reprends une caricature pour ne pas parler de Romain, un Maldonado, on aurait dit « Ah, c'est encore Maldonado !» Bon, ben voilà, c'est tout. Il y a un moment où, malheureusement, la réputation que tu t'établis, et c'est le cas de Romain, elle n'est pas bonne. On a entendu parler, je te dis, j'ai entendu comme tout le monde, en anglais, du cinglé du premier tour. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que Weber l'appelle. Donc, et Weber qui ne lui a fait aucun cadeau, je le rappelle aussi, au départ de Monza, en se disant, de toute façon, toi, mon petit bonhomme, tu sais que tu ne dois pas t'accrocher, donc je peux aller sur toi, c'est toi qui vas lâcher. Ben, malheureusement, je réponds oui. Et Romain n'a pas d'autre solution que de faire ça. C'est-à-dire, si un de ses adversaires va le chercher durement, même méchamment, voire le provoque, il est obligé de céder. Il est obligé. On va encore dire, il est encore dans le coup. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur, on va dire, l'affaire Grosjean, affaire à suivre, on l'espère dans le bon sens du terme, dans une semaine, puisque le Grand Prix de Corée, c'est dès le week-end prochain. Bon, on va continuer de détailler un petit peu ce classement, Jean-Luc, et puis tu vas nous dire ce que tu en penses. Bon, moi, j'ai une des images du week-end pour moi.
on va parler de Massa après, mais c'est Kobayashi, je voudrais parce que le public, les 50 000 personnes, je ne sais pas combien il y en avait dans cette tribune qui scandent son prénom avant le podium. Franchement, là, beaucoup d'émotions. Hein. Tu l'as ressenti comme ça? Vraiment, au premier degré, puis beaucoup d'émotions pour lui également. Parce qu'à un moment, on voit les larmes qui montent à ses yeux quand il parle au public. Quand on est japonais, quand on connaît le sens de la dignité, le courage de ce peuple, enfin, qu'ils l'ont démontré malheureusement dans des circonstances terribles, il réitère l'exploit d'Aguri Suzuki en 90, c'est-à-dire monter sur la 3e marche du podium pour le Grand Prix du Japon. Mais c'est extraordinaire. En plus, je le dis, oui, on a toujours des chouchous, on appelle ça. Moi, j'adore Kobayashi parce qu'encore une fois, dès ses débuts en Formule 1, il a démontré qu'il n'avait pas de complexe et que c'est un pilote qui attaquait et qui trouvait des manières de dépasser. Alors justement, audacieuse, mais pas en mettant ses adversaires en difficulté. Et donc, Pérez a fait pareil au détriment d'Hamilton. On a vu un peu l'attaque de Pérez. On dit, ouh là là, il bloque ses roues. Non, ça passe. Ça passe. Alors, c'est passé la première fois. C'est passé là. Oui, alors la deuxième, on va en parler après. Oui. Donc, moi, oui, ça c'est un beau moment. C'est un beau moment de Formule 1. Moi, ça me fait infiniment plaisir. En plus, je te dis, j'aime bien cette équipe Sauber qui se bat, qui est courageuse avec Peter Sauber, qui est un vrai passionné. Enfin, on ne va pas ressortir toute la litanie, mais c'est une pépinière de champion, dans le bon sens du terme. C'est un beau résultat. Bon. Alors, Pérez, parlons-en. Donc, il va tout seul un petit peu se mettre à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas un petit coup tordu d'Hamilton ? Si. C'est parfaitement clair. Il se fait passer donc Hamilton par Pérez suite à une très belle attaque, etc. Hamilton est vexé comme un pou. Je rappelle quand même que la saison prochaine, Pérez succède à Hamilton dans le baquet de la McLaren. Et quand on voit les piètres performances de la Mercedes, moi, à la place d'Hamilton aujourd'hui, je me dirais, ok, je suis dans une des toutes meilleures voitures du plateau, c'est une évidence, et je vais sauter dans le baquet d'une voiture moyenne, d'une voiture du milieu de grille. Qu'on n'a pas beaucoup vu ce week-end, ça c'est sûr. On ne les a pas vus du tout. Et donc, c'est Pérez qui est en train, en plus de prendre au freinage. Je ne fais pas de dessin. Donc là, par le jeu des ravitaillements, etc., Pérez se retrouve derrière Hamilton. Et Hamilton dit, attends mon petit bonhomme, tu ne vas pas me la faire 2 fois pareil. Et là, Hamilton fait un coup tordu. Moi, je le dis carrément, c'est-à-dire le coup tordu, c'est je freine plus tôt que prévu, je freine au milieu de la piste et je dis, maintenant, débrouille-toi. Ça peut être grave, parce que si Pérez réagit mal, il emmène Hamilton, les deux sont éliminés. C'est vrai qu'il a un super réflexe. Mais le réflexe, il ne peut pas passer à l'intérieur naturellement, donc il passe à l'extérieur, il se retrouve sur la partie poussiéreuse de la piste, il est dehors, et Hamilton doit rigoler sous son casque en disant, mon petit bonhomme, je t'ai encore appris un truc. Je crois qu'effectivement, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Mercedes et Schumacher, on en parle dans quelques instants. Massa 2, après tout, c'est son meilleur résultat de l'année. Alors d'aucuns disent que c'est ce qui va lui permettre de rester chez Ferrari. Alors c'est compliqué. On peut lier les deux. Ne l'éludons pas. Déjà, on a plaisir, quand on a critiqué, ce qui était mon cas, j'assume Massa pour son début de saison lamentable, de le voir revenir aux affaires. C'est déjà le cas depuis quelques courses, mais là, manifestement, il a fait le boulot. En l'absence d'Alonso, justement, il a pris des gros points à ses adversaires, c'était très important. Il a bien, il termine à 20 secondes, mais il a bien mené sa barque. Il fait le boulot, là, il fait un très beau Grand Prix, il n'y a rien à dire. Maintenant, a-t-il sauvé sa tête pour autant, comme moi-même je l'ai évoqué? À la réflexion, ce n'est pas certain du tout. Parce qu'on est quand même maintenant au mois d'octobre. D'habitude, chez Ferrari, le deuxième pilote, on le confirme. Et tu sais, allez, je vais blasher comme on est entre nous ici. Raikkonen a fait lui-même, sur le net, le buzz, avec une simulation de signature de contrat, etc. Et Raikkonen disant « Je vais annoncer quelque chose de très fort dans l'avenir, dans pas longtemps ». Alors, je laisse les portes ouvertes, je ne rentre pas, mais on se demande qui peut être le deuxième pilote Ferrari, maintenant que ça n'est pas Pérez. Ce qui était pour moi une évidence absolue, parce que Pérez était dans le giron de Ferrari, chez Sauber Ferrari, là où était Massa, enfin bref, en plus il avait donc ce budget colossal, donc il avait plein de raisons d'aller chez Ferrari, et je ne sais pas pour quelle raison, Luca Di Montezemolo a dit non, il est trop jeune, il n'est pas expérimenté. Par parenthèse, t'imagines dans quel état d'esprit va être Pérez l'an prochain au sein de la McLaren et vis-à-vis des Ferrari. Je veux dire, là, il y a déjà une dramaturgie qui est en place. Alors voilà. Alors, est-ce que Raikkonen fait le buzz pour faire le buzz? Est-ce que réellement, il a déjà un préaccord pour savoir où il va? Et dans ce cas-là, quand tu viens de chez Lotus Renault, tu regardes la grille, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est intéressant ce que tu nous dis. En tout cas, je voudrais ici rendre hommage à Jean-Luc, qui, il y a 15 jours de cela, tu vas me gêner beaucoup, donc je vais partir. Du Grand Prix de Singapour, à propos duquel nous discutions, il nous avait expliqué toutes les bonnes raisons qui faisaient que, d'après Jean-Luc, Hamilton ne restait pas chez McLaren. Quelques jours plus tard,
tu as eu raison. Je ne vais Enfin, pas ça a été- minimiser oui. mon mérite, Non. mais c'était pas trop compliqué de comprendre Bon, en tout qu'effectivement, cas, tu l'avais annoncé quasiment. oui, Ouais. après la pole, sans joie manifeste, et après Oui. l'abandon piteux pour des raisons, bon, et puis il y avait une mésentente, c'est très clair, qui courait, et puis le tweet de Spa, enfin bon, voilà, le dossier, c'est un peu, Bon. bon, quand même, il y avait tous des signes qui Ouais. donnaient à penser que Hamilton ne resterait pas, et où pouvait-il aller, Mm. à part chez Mercedes, et donc pousser Schumacher Voilà. dehors. Voilà. Donc on a beaucoup parlé à propos de ce transfert, qui est quand même le transfert Ouais. sensationnel un peu de la saison, et Hamilton lui-même le dit, de couper le cordon, d'émancipation, de quitter le nid, enfin toutes ces expressions qui prouvent qu'il fallait un peu grandir, si j'ose dire. Ouais, je crois que c'est pas ça. On peut l'expliquer Oui, comme oui. ça, hein, bien sûr, mais bon, quand tu es dans une des meilleures écuries du plateau, quand tu as potentiellement la capacité d'être champion du monde, de gagner des grands prix, ce qui est le cas, je vois pas ce qui peut te pousser à aller ailleurs s'il n'y a pas un moment, je sais pas, tu te sens, oui, c'est vrai que jusque-là, tu es le phénix. On rappelle de la cohabitation ratée avec Alonso lui-même, oui, avec ça. 2 titres de champion du monde. Et là, c'est Hamilton qui avait triomphé. Bon, un Button solide, beaucoup plus solide qu'on ne l'attendait tous d'ailleurs, hein, tu t'en souviens, Oui. depuis l'an dernier, donc qui donne du fil à retordre. Et puis, un Hamilton, on l'a dit et redit, perturbé par des problèmes professionnels, des problèmes personnels, c'était l'an dernier, des problèmes d'environnement, puisque c'est son papa qui le manageait, c'était plus lui, c'est une autre boîte qui fait plus dans le showbiz que dans le sport mécanique. Peut-être pas très bien conseillé, Hamilton. Moi, j'aurais été un de ses potes ou un de ses conseils, je leur ai dit, écoute, t'es bien là, calme-toi, des crises dans la vie, il y en a toujours, même avec des gens qu'on aime bien, avec qui on travaille depuis un moment, il y a un moment, ça frictionne, c'est plus la bonne ambiance, c'est plus le courant passe plus. Reste calme, fais ton boulot, concentre-toi sur l'essentiel, pilote bien comme tu le fais, sois rapide, etc. Et puis ça va revenir. Bon, voilà ce que je leur ai dit. Bon, on attendait en tout cas de connaître la décision de Michael Schumacher, qui se retrouvait un petit peu comme la dernière roue un peu du carrosse, et donc Ouais. juste avant ce Grand Prix du Japon, il l'a bien annoncé que c'était fini la F1 Ouais. et qu'il prenait sa retraite. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire, comme Bah, sentiment? Alors déjà, la première chose, et je commence toujours par là, un infini respect pour la carrière de ce pilote exceptionnel, donc qui est tout en haut des tablettes, et a priori, je vois pas, et je vais plus loin, je ne souhaite pas que quelqu'un le déloge, parce qu'on rappelle que quand même Schumacher, donc 7 titres de champion du monde, 91 victoires, je vais en oublier, 68 pole positions, 77 tours les plus rapides, tout ça c'est de mémoire, bon, formidable, exceptionnel, il est pratiquement partout, le nombre de points marqués, tout ça. Maintenant, il est en partie responsable, lui et l'équipe à l'époque, du manque d'intérêt de certains dans le grand public. Parce qu'on nous dit la Formule 1 c'est toujours pareil, ce qui n'est pas vrai. Moins que jamais, tous les fans de Formule 1 qui sont là en train de regarder le débriefing le savent bien. Mais nous, on est obligés de plaider pour la Formule 1. Parce que les gens sont restés sur des vieilles images en disant ouais, la Formule 1 c'est toujours pareil. Après, il y a eu les 2 années Vettel, dont une année où il a outrageusement dominé, il faut bien le dire. Donc, c'était devenu ennuyeux. Ça n'est pas ennuyeux du tout. Et donc Schumacher, qui a été protégé dans sa carrière, c'est pas lui faire offense et lui faire outrage que de le dire, une bonne partie des saisons chez Ferrari, il était outrageusement protégé. On n'a mis que des serviteurs à ses côtés, que des valets. C'est pas méchant pour Barrichello ou pour les autres, mais c'est comme ça. Ils n'avaient pas le droit de jouer leur carte ou ils la jouaient quand Schumacher ne la jouait plus. Bon, forcément, c'est pas une belle image. Et puis, il a quand même été l'auteur de quelques coups tordus, hein, on l'a signalé. Alors, il a beaucoup de talent, c'est un énorme travailleur, c'est un passionné formidable. Il paraît que c'est un être sensible. Moi, je ne l'ai jamais vraiment vu. Non, mais il paraît, les gens qui le connaissent le disent. Moi, je veux bien tout ça. En tout cas, bon, c'est un immense champion. On salue sa carrière et son retour est raté. Pour Oui, être clair. voilà. Voilà. Enfin, sur le blog de motorstay.com, si vous y allez, vous verrez que personnellement, j'ai fait un petit avis sur ce que je pensais de son retour, qui est pas marqué par la réussite. Bon, par rapport à cette deuxième carrière, oui, au bout de 3 ans. C'est très clair. On me dit, ah oui, mais il n'avait pas la bonne voiture, pas la bonne écurie. Je suis désolé. Qui gagne le Grand Prix pour Mercedes jusqu'à maintenant? C'est Rosberg. Tu veux là, les points au championnat, ça tue. 93 points pour Rosberg, 43 pour Schumacher. Bon, c'est indigne. Il est derrière tout un tas de jeunes pilotes. Voilà, il a raté son retour. C'est pas un mauvais pilote. Hein. Aujourd'hui, c'est un pilote moyen bon, si on veut être gentil, mais pas plus. Et d'autre part, Rosberg est plus rapide que lui. Bon, c'est la vie. Malheureusement, quand on est dominé par son équipier, il le sait mieux que personne. Lui qui a dominé ses équipiers chez Ferrari ou ailleurs, il faut se rendre à l'évidence et se dire « je ne suis plus celui que j'ai été ». Donc, c'est un retour raté. Puis tu sais que derrière tout ça, il y avait Mercedes qui souhaitait en faire un ambassadeur à vie. Je ne sais même pas où ça en est, cette histoire. Comme le retour est raté, il aurait gagné des Grands Prix, même s'il n'avait pas été champion du monde, mais gagné des Grands Prix. La firme à l'étoile aurait pu dire, voilà, notre nouvel ambassadeur, c'est Michael Schumacher. Que dire de ses presque 3 saisons achevées? Pas grand-chose. Beaucoup de ratés, un manque de performance. Bon, certes, une voiture qui n'était pas au niveau, mais dont son équipier Rosberg a toujours tiré le meilleur, et pas lui. Voilà, c'est tout. Rosberg face à Hamilton, tiens, pendant qu'on en parle. Oula.
Alors ça, Dans quel état d'esprit peut être Rosberg? Est-ce qu'il se dit, bon, ça y est, on me met encore une superstar et je vais rester dans l'ombre? Ou au contraire, c'est la chance de sa vie pour là vraiment aller chercher et afficher qu'il est du même niveau que les tout meilleurs? écoute, Rosberg, oui, Rosberg, je Rosberg. vais bien. C'est un pilote qui est méconnu ou sous-estimé, je le pense vraiment, parce que pareil, en dehors de la piste, il n'est pas forcément flamboyant, il est assez discret, il a un peu de tenue, un peu de retenue, et effectivement, il n'a pas bénéficié jusque-là d'une voiture qui lui permette d'obtenir d'excellents résultats. Donc le problème, à mon sens, pour Rosberg, effectivement, c'est par rapport à l'étoile Hamilton, ça va être de démontrer qu'il est du niveau d'Hamilton, c'est-à-dire du niveau d'un champion du monde. Et ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'effectivement, là, pour le coup, par rapport à un Schumacher vieillissant, on va dire ça comme ça, il l'a dominé, c'est clair. Par rapport à un type du talent d'Hamilton, on va véritablement savoir deux choses. Quel est le niveau de Rosberg en tant que pilote? Et est-ce que Hamilton a la capacité de fédérer une équipe et de la rendre meilleure avec Ross Brown et avec, j'allais dire, parce que là, au niveau du staff, on a quand même du très très lourd. Il y a quand même un paquet d'excellents techniciens avec Ross Brown déjà à leur tête, mais d'autres qu'il a recrutés. L'an d'un chien, si l'alchimie ne marche pas, là, il y a un véritable problème. Donc Hamilton, ça doit être le catalyseur de tout ça. Bon, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Et puis ça va continuer parce que sur motorcity.com, vous ne ratez pas aussi les débriefings WRC, le titre de Loeb, bien évidemment. On peut en dire un mot et pour rendre hommage à Sébastien Loeb et Daniel Hélénard et à l'équipe Citroën. C'est formidable, 9 titres consécutifs de champion du monde. Il faut le répéter, il faut le dire pour voir 8 titres constructeurs pour Citroën, c'est fabuleux. Et 10 titres quand même pour l'équipage Loeb Hélénard si on compte le titre en junior. Donc au total, 10 titres de champion du monde. Donc ça, on en parle aussi sur motorstv.com. Il y a les étoiles aussi qu'on remet après chaque Grand Prix sur le blog. Et puis on se retrouve dans quelques jours à peine, puisque ce Grand Prix de Corée arrive très très vite. Avec très grand pas plaisir. de répit. Non. Et on prendra les mêmes et ce sera peut-être un résultat différent. On verra. On ça essaiera la d'être semaine d'une autre prochaine. couleur, Oui. pas de la même. Allez, merci à vous, merci de votre attention, merci de votre fidélité, merci de votre passion. À la semaine prochaine. Salut. Salut.